C'est ma vision de l'avenir. On a besoin des paysans en Europe, mais il faut qu'ils adoptent des pratiques durables. Il s'agit d'utiliser de nouvelles technologies et de mieux exploiter les terres, tout en veillant à préserver la nature. Et bien sûr, les agriculteurs qui jouent le jeu seront rémunérés. La stratégie Farm to Fork fait partie du pacte vert. L'objectif était de donner une nouvelle orientation à la politique agricole commune. Mais jusqu'ici, le projet n'existe que sur le papier. Même s'il a été annoncé il y a plus d'1 an, aucune mesure concrète n'a été prise pour sa mise en œuvre. Les programmes comme Farm to Fork se heurtent à une forte résistance au sein des institutions européennes. Norbert Linz est président de la Commission de l'agriculture au Parlement européen. Ce conservateur est farouchement opposé au renforcement des mesures de protection environnementale. Pour lui, les agriculteurs ne sont tenus à rien. L'agriculture est la première victime du changement climatique. Comprenez-moi bien, elle a aussi sa part de responsabilité, mais elle est avant tout victime. Bien sûr, il faut lutter contre le réchauffement de la planète, mais il est clair qu'on ne peut protéger le climat qu'à l'échelle mondiale. C'est très bien que l'Europe ouvre la voie. On marche en tête. Et les États-Unis, la Chine évidemment, et les autres régions du globe sont loin derrière. Pour les conservateurs comme Norbert Linz, c'est une position qu'il partage avec le lobby agricole Copa-Cogeca. On ne peut pas éliminer totalement l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Et puis, il faut bien faire la distinction entre les émissions de CO2 et de méthane. Elles présentent des caractéristiques tout à fait différentes. Pekka Pesonen au Parlement européen. Le secrétaire général de la Fédération européenne des syndicats agricoles se veut le plus puissant défenseur à Bruxelles des intérêts des agriculteurs et de l'agro-industrie. Il ne voit pas la nécessité de changements majeurs. Il faut regarder la réalité en face. L'agriculture basée sur l'élevage ne va pas disparaître. Elle existe depuis des milliers d'années et on n'a jamais eu le moindre problème. On ne peut pas revenir aux méthodes du passé. Cette agriculture vertueuse dont parle le lobbyiste n'a jamais existé. Fondée en 1957, la Communauté économique européenne devait garantir l'alimentation des habitants de ses pays membres. Un programme de subvention a ainsi été mis en place pour le secteur agricole, avec des effets pervers. Pendant des décennies, ce système récompensait les exploitants qui produisaient des quantités astronomiques de lait et de beurre. Des centaines de milliers de tonnes de beurre et de lait écrémé en poudre invendus s'amoncelaient dans les entrepôts européens. Cette dérive tenait avant tout au fait que le prix était garanti pour chaque litre de lait livré, et ce, sans limite de volume. Un tiers du budget agricole était consacré à ce seul produit. Si l'Union européenne a mis fin depuis longtemps à cette politique, la situation ne s'est guère améliorée pour autant. Les subventions sont désormais liées à la surface exploitée. Plus on cultive d'hectares, plus on touche d'argent. Les grands exploitants et les groupes agro-industriels sont les principaux bénéficiaires de la PAC. 75% des subventions européennes, soit environ 41 milliards d'euros par an, sont destinées aux aides à la surface. Les mesures de protection du climat sont soutenues à coups de milliards, mais elles sont facultatives et n'en valent généralement pas la peine pour les agriculteurs.
On sait depuis des années que 80% des aides de la PAC vont à 20% des plus grandes entreprises agro-industrielles. En Europe de l'Est, ces subsides sont souvent empochés par les oligarques qui participent activement à l'accaparement des terres. L'ONG Corporate Europe Observatory s'est spécialisée dans l'analyse des subventions européennes. Dans le cas des aides agricoles, il est frappant de voir que très peu de petits exploitants en bénéficient. En 10 ans, 10 millions d'agriculteurs européens ont cessé leur activité. Cela représente 25 à 30% de l'ensemble de la profession. Malgré les milliards d'euros des contribuables alloués à la PAC, un grand nombre d'exploitants ont fait faillite. Ces milliards d'euros vont surtout aux grands propriétaires terriens ou aux sociétés agro-industrielles. Ainsi, entre 2014 et 2021, le groupe sucrier allemand Südzucker, qui réalise un chiffre d'affaires de 9,5 milliards d'euros, a perçu plus de 25 millions d'euros de subventions européennes. Friesland Campina, une coopérative multinationale qui se targue d'être l'une des plus grandes entreprises laitières au monde, a touché 27 millions d'euros au cours de la même période. Sucrière de la Réunion, une filiale du géant français Tereos, a reçu 250 millions d'euros. On peut dire que le système de subventions agricoles a favorisé la concentration de pouvoir et amplifié par là même tous les problèmes écologiques et climatiques liés à l'agriculture. Les grands acteurs du secteur ne sont pas incités à se convertir à l'écologie, si bien que les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas. Les représentants des agriculteurs restent malgré tout attachés à ce système. Si l'on veut remplacer le modèle des aides à la surface, comment distribuer l'argent aux agriculteurs sans créer d'énormes structures administratives? On emploie déjà beaucoup de fonctionnaires pour gérer ce système. Et il y a des limites. Mais on peut se demander quelle serait l'alternative. Jusqu'ici, on n'a pas trouvé de meilleure solution que les paiements à la surface. Donc bonjour à tous, vous avez vu le court extrait que je vous ai fait voir d'une émission qui était passée sur Arte. Donc je vous ai pas déroulé toute l'émission parce que ça serait un peu long, mais certains parmi vous l'ont vue et revue, elle avait passé plusieurs fois. Alors j'ai relevé dans cette émission les passages que je vous ai fait voir et quelques éléments très importants pour bien comprendre. Alors d'abord, quand on parle des lobbies, bien sûr le COPA-Cogeca, le COPA c'est les 26 ou 27 FNSEA en Europe, et Cogeca c'est toutes les coopératives en Europe, d'accord? Ça a été créé en 1959, c'est les mêmes bureaux, donc ça veut dire, pour ceux qui douteraient, quand on parle de la cogestion de la FNSEA avec l'agroalimentaire, il suffit de taper sur internet COPA-Cogeca, ça existe depuis 1959. Donc j'ai rien inventé, personne n'a rien inventé. C'est bien la cogestion avec l'industrie agroalimentaire. Alors dans le reportage, je vous ai pas tout fait passer, il est dit à un moment donné qu'il représente 20 millions d'agriculteurs en Europe. Ça c'est faux. Il parle au nom de tout le monde, mais il ne représente pas 20 millions d'agriculteurs. Nous, le vote en France, ceux qui ont voté, je dis bien ceux qui ont voté pour la FNSEA, et encore, ils ont la gestion des terres, du foncier, donc les gens votent par intérêt. Si on déconnectait le foncier et tous les petits avantages liés aux petits copains, c'est 103 000 personnes en France qui ont voté. Donc vous faites le ratio de 103 000 agriculteurs en France en ratio sur les autres pays des 27, en fonction du nombre d'exploitants, on est bien loin des 20 millions de paysans. Ça, c'est une arnaque totale. Deuxième chose auquel je voudrais répondre, quand à un moment donné, il dit c'est un outil de lobbying très important, mais
très important. Mais tout le monde peut faire du lobbying. Faux. Pour faire du lobbying à ce niveau-là, il faut avoir des moyens. Qui finance ces gens-là? Si ce n'est les industriels de l'agroalimentaire. Quand vous avez vu les montants, quand vous avez des mastodontes comme on a chez nous, Unigrain, Invivo, le groupe Avril, Eureden, Laïta, Sodial, le groupe LDC, j'en passe et des meilleurs, qui brassent des milliards d'euros, pas des millions d'euros, des milliards d'euros, vous pensez bien qu'un groupe de petits paysans, ils vont pas rentrer là-bas au Parlement européen faire du lobbying. Et je rajouterais, très important, c'est que nous sommes tous, les gars, en France et en Europe, vous êtes tous adhérents au COPA-COGECA. Tous les agriculteurs sur le territoire sont adhérents. Je suis adhérent, vous êtes adhérents. Par les cotisations volontaires obligatoires. Donc ça, si c'est pas aller piquer de l'argent sur des gens sans leur demander leur avis et faire du lobbying avec ça sur une politique avec laquelle on n'est pas d'accord, parce que chez nous, ils font 25,8% des voix, donc ils représentent 25,8% des paysans. Voilà ce qu'ils représentent, parce qu'il y en a une partie qui ne vote pas, donc ils représentent ça. Donc je tenais à mettre ça au clair. À un moment donné, il dit de toute façon, si on ne produit pas de cette façon-là, alors je ne dis pas qu'il faut se mettre dans des mesures super écologiques et le reste du monde ne le suit pas. Hein. Je n'ai pas dit qu'il fallait laver plus blanc que blanc. Mais revenons aux choses claires et simples. Quand il dit, si nous on ne produit pas de cette façon-là, ça viendra de l'extérieur, des importations. Alors il a oublié quand même de préciser que toute une partie des importations qui reviennent chez nous, c'est organisé par eux et c'est des sociétés de chez eux. C'est des sociétés françaises ou du COPA-COGECA, c'est des entreprises européennes. Alors si on prend en plus les coopératives COGECA en Europe, alors là, je peux vous dire des importations hors COGECA, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a un peu l'Amérique du Sud, il y a un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est à l'intérieur de l'Europe que le gros du noyau il se passe. Hein. Donc c'est eux-mêmes qu'organisent le pillage des agriculteurs. Donc je suis obligé d'en rire, il faut mieux en rire. Hein. Alors ensuite, j'ai vu aussi les entreprises qui touchent chez aides, oui, alors donc sont mariées à l'agroalimentaire et à la FNSEA. Hein. Les grosses entreprises qu'ils ont citées, Fria Campesina, la grosse coopérative en Hollande, la coopérative à l'île de la Réunion et toutes nos coopératives, hein, de toute façon, touchent des subventions. Hein. Ensuite, vous avez vu à un moment donné, il a dit, le responsable du COPA-COGECA, je vous précise qu'aujourd'hui la présidente c'est Christiane Lambert, qui était anciennement présidente de la FNSEA, qui est donc en France. Xavier Bolin avait été lui-même par le passé vice-président du COPA-COGECA. Mais il a dit au niveau des aides, on n'a pas trouvé d'autre solution. Parce que si on cherche une autre solution pour verser les aides, on a déjà beaucoup de... Alors il a reconnu qu'il y avait beaucoup d'administratifs, c'est déjà bien, il a fait un progrès. Qu'il y avait trop de monde dans le secteur tertiaire pour gérer tous ces agriculteurs en Europe. Et il a dit, si on modifie le système de paiement, ça sera pire. Faut qu'il arrête de nous prendre pour des imbéciles. Aujourd'hui, c'est une volonté de l'industrie agroalimentaire de favoriser les exploitants qui ont des grandes surfaces, qui font du chiffre d'affaires et qui font du business, qui font tourner l'agrochimie, tout simplement. Hein. Le schéma, il a été dressé comme ça. D'autres schémas étaient possibles. En gardant des agriculteurs sur les territoires, en notamment créant des mini-laiteries et des mini-abattoirs dans les régions, dans les territoires, pour garder un tissu rural et garder les emplois sur les territoires. Il y avait plein d'autres schémas, il y avait au moins 3-4 autres possibilités, avec des variantes possibles. Et puis quand il s'agit de dire de verser les aides, elle est un peu grosse la ficelle, hein. On peut verser les aides à l'unité de travailleurs, on peut tenir compte des résultats économiques des OBE, on peut faire des paramètres pour verser les aides. Hein. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas besoin ou très peu besoin des aides, qui fait des résultats économiques par les potentiels de terre ou par la surface qu'il a, est-ce qu'il a besoin de toucher 150 000 € par an?
et qu'un gars à côté qui fait du hors-sol, qui n'a pas de terre, ou un producteur, ou un maraîcher, ou un producteur de plantes médicinales, ou un horticulteur qui a 50 salariés à plein temps, lui, il va rien toucher du tout. Un horticulteur qui a 50 salariés, il touche pas la PAC, ou un maraîcher, ou même un producteur d'hors-sol en lapin, en canard ou en cochon qui a 6 ou 7 salariés, ça existe, hein. S'il n'a pas de terre, il va pas toucher la PAC. Et les autres, ils vont... Bon, non, je crois que là, on a bien compris où étaient les lobbying, hein, au niveau agricole. Nous, il y a longtemps qu'on est au courant, on sait comment que ça fonctionne. Les portes sont fermées à double tour, parce que bien sûr, ces gens-là, ils sont payés par l'agro-industrie, hein. C'est pas le petit paysan sorti de sa ferme, hein, qui peut aller faire du lobbying à Bruxelles. Je crois qu'il faut être sérieux. Pour ça, il faut lever des fonds, il faut des sommes faramineuses. C'est un travail à plein temps et les gens qui font ça ne sont pas des agriculteurs. C'étaient des agriculteurs à l'origine, ils ont gardé le statut d'agriculteur, mais ils portent une lourde responsabilité parce que ce sont les collabos de la profession et ils ont trahi le monde agricole. Je dis bien, ils ont trahi le monde agricole. Ils ont favorisé un système qui a enrichi l'agro-industrie, hein, et qui d'ailleurs n'a pas toujours été très vertueux envers les salariés. Parce que si le SMIC n'existait pas en France et dans d'autres pays, s'ils pouvaient leur donner 200 € ou 300 € de salaire comme dans les pays de l'Est, ils ne se gêneraient pas. Donc ils exploitent quand ils le peuvent, et les salariés et les paysans. Donc c'était juste une petite parenthèse sur cette émission que vous avez vue. Je voulais faire quelques commentaires. Je vous remercie et à bientôt.